Bienvenue dans ce nouveau podcast 100% en français, conçu spécialement pour toi qui veux apprendre la langue tout en découvrant des histoires inspirantes, vraies et profondément humaines. Aujourd'hui, on ne va pas parler grammaire ou conjugaison, mais on va vivre ensemble un voyage à travers la vie d'une légende française. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas non seulement progresser en compréhension orale, enrichir ton vocabulaire, mais aussi découvrir une des plus grandes voix de la France. Son histoire est un mélange bouleversant de souffrance, de passion, de gloire et de tragédie. Prépare-toi à entrer dans la vie d'Édith Piaf, cette femme minuscule au destin immense qui a fait pleurer, chanter et rêver des millions de personnes à travers le monde. Et avant qu'on commence, on a une petite demande. Si tu veux soutenir ce podcast, pense à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et surtout à laisser un commentaire. Dis-nous, par exemple, si tu connaissais Édith Piaf, si tu as déjà entendu ses chansons ou simplement ce que tu as appris grâce à cet épisode. Ton interaction aide énormément l'algorithme et nous permet de faire connaître la culture française au plus grand nombre. Alors merci d'avance. Et maintenant, on y va. Édith Piaf est aujourd'hui une icône, une légende, une référence. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que sa vie a commencé dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est née en 1915, au cœur de la Première Guerre mondiale, dans un quartier populaire de Paris. Son vrai nom n'est pas Piaf, mais Édith Giovanna Gassion. Édith en hommage à Edith Cavell, une infirmière britannique exécutée cette même année par les Allemands. Dès la naissance, le destin semble vouloir lui rendre la vie compliquée. Sa mère, Annetta, est une chanteuse de rue d'origine italo-kabyle. Son père, Louis, est acrobate de cirque, souvent absent. Aucun des deux ne semble capable de s'occuper d'un bébé. Édith est très vite abandonnée. Sa mère la laisse chez sa grand-mère maternelle, une femme alcoolique, négligente, qui l'élève dans la saleté, sans soin, sans affection. On raconte qu'on lui donnait du vin dilué dans de l'eau comme lait infantile. Très vite, le père la récupère et l'emmène chez sa propre mère, qui tient une maison close à Bernay, en Normandie. Oui, c'est dans un bordel que la petite Édith va recevoir ses premiers soins, sa première attention. Ce sont les prostituées de la maison qui vont lui apporter chaleur, nourriture, tendresse, bien plus que ce que ses propres parents lui avaient donné. Et pourtant, la malchance continue. À l'âge de 3 ans, elle développe une grave infection oculaire, une kératite, qui la rend presque aveugle. Pendant des mois, elle ne voit plus rien. Son père, désespéré, décide alors de faire un pèlerinage à Lisieux pour prier Sainte Thérèse. Selon la légende, quelques jours après cette prière, la petite Édith retrouve la vue. Ce moment marque profondément sa vie. Elle gardera toute sa vie une foi ardente, intime, presque mystique en cette sainte protectrice. À 8 ou 9 ans, elle retrouve enfin son père qui l'emmène sur les routes. Il se produit dans la rue, comme acrobate, et la petite Édith l'accompagne. Elle commence alors à chanter. Sa voix étonne. Elle est forte, vibrante, malgré sa petite taille, malgré son âge. Et c'est là que se développe son lien avec la rue, avec le public populaire, avec la scène brute. Elle chante pour survivre. Elle chante pour exister. Elle chante parce qu'elle n'a rien d'autre. Les années passent. Elle est adolescente, elle vit dans des hôtels miteux, des chambres de fortune. Elle fréquente d'autres artistes de rue, parfois des gens pas très fréquentables. Elle chante dans les cours d'immeubles, sur les trottoirs, dans les cafés populaires. Sa voix devient plus assurée, plus dramatique. Elle ne chante pas comme les autres. Elle ne fait pas de jolies notes pour plaire.
Elle raconte, elle hurle, elle pleure, elle implore. Et les passants s'arrêtent. Un jour, alors qu'elle a à peine 20 ans, tout bascule. Elle est repérée dans le quartier de Pigalle par Louis Leplay, directeur d'un cabaret réputé, le Guernis, situé près des Champs-Élysées. Fasciné par cette gamine maigre, nerveuse, au regard intense et à la voix poignante, il décide de la faire monter sur scène. Il la rebaptise la môme Piaf. Môme, c'est le mot argotique pour petite fille, et Piaf, ça signifie moineau, ce petit oiseau parisien. Un surnom qui va devenir l'un des noms les plus célèbres de la chanson française. Sa première prestation au Guernis est un choc. Le public est silencieux. Certains pleurent, d'autres applaudissent avec ferveur. En quelques semaines, Édith Piaf devient la nouvelle étoile montante de Paris. Les critiques en parlent, les radios s'y intéressent. Elle enregistre ses premières chansons. Elle est encore très jeune, pas encore maîtrisée, mais déjà, elle captive. Il y a chez elle une vérité, une urgence, une émotion brute qu'on ne peut pas tricher. Mais la tragédie ne la quitte pas. En 1936, Louis Leplay est retrouvé assassiné. Les journaux s'emballent, des rumeurs circulent. Certains des anciens amis de Piaf sont soupçonnés, et elle, malgré son innocence, est salie par l'affaire. Sa carrière semble compromise. Elle tombe dans une profonde dépression, mais elle ne va pas se laisser faire. Elle va se reconstruire, apprendre, travailler dur et bientôt rencontrer un homme qui va la relancer totalement. Ce sera pour la prochaine partie. On te racontera comment Édith Piaf, grâce à Raymond Asso, va perfectionner son art, affirmer son style et devenir la voix de la France, celle qu'on écoute encore aujourd'hui partout dans le monde. Si cette première partie t'a plu, reste avec nous et prépare-toi. Le meilleur et le plus intense est encore à venir. Après le scandale de la mort de Louis Leplay, tout semblait s'effondrer autour d'Édith Piaf. Elle était encore jeune, peu préparée à affronter ce type d'épreuve, et surtout, le monde du spectacle pouvait être cruel, instable, capricieux. Beaucoup l'avaient déjà cataloguée comme une chanteuse de rue chanceuse, un feu de paille, mais c'était mal la connaître. Édith, même brisée, gardait au fond d'elle cette rage de vivre, cette énergie brute, cette nécessité presque vitale de chanter. Et c'est à ce moment qu'elle va rencontrer Raymond Asso, un homme discret, exigeant, qui va jouer un rôle décisif dans sa carrière. Raymond Asso, c'est un poète, un auteur, un ancien légionnaire. Il voit en Édith Piaf non pas une simple interprète, mais un diamant brut, à tailler avec patience et discipline. Il la prend sous son aile et commence un travail en profondeur. D'abord, il lui impose une discipline de fer. Elle doit apprendre à articuler parfaitement, à chanter avec précision, à respirer correctement. Il corrige sa posture, son vocabulaire, sa diction. Elle apprend à chanter non plus dans la rue, mais sur une scène. Elle devient une professionnelle. Mais il ne s'arrête pas là. Il écrit pour elle, il construit un univers autour de sa voix. Il comprend que Piaf a besoin de textes forts, profonds, émotionnels, qui racontent des histoires réelles, sincères. Il crée pour elle un répertoire unique, composé de chansons d'amour déchirantes, de portraits de femmes perdues, de récits de misère et de courage. Et Édith, avec sa voix grave, vibrante, donne à ses chansons une puissance bouleversante. C'est à ce moment que Piaf commence à se produire dans des lieux prestigieux.
Elle quitte les trottoirs et les petits cabarets pour les grandes salles parisiennes. Elle se produit à l'ABC, un théâtre de variété très renommé. Elle y interprète des chansons comme Mon légionnaire, qui choque par son ton érotique, mais séduit par sa sincérité. Le public est surpris, bouleversé, conquis. Piaf est en train de trouver sa voix, son style, sa place dans la chanson française. Et cette ascension ne s'arrête pas. Elle enchaîne les concerts, les tournées, les enregistrements. Elle passe à la radio, dans les journaux. Elle devient un visage familier, une voix reconnaissable entre toutes. Et plus que ça, elle devient une émotion. Quand on écoute Piaf, on ne pense pas à la technique, à la performance. On ressent, on vibre avec elle. Et c'est ce lien direct avec le cœur des gens qui fait sa force. Et puis arrive la guerre. La Seconde Guerre mondiale bouleverse la France entière. Pour beaucoup d'artistes, c'est la faim, la peur, l'exil. Mais Piaf, elle, reste. Elle continue à chanter. Elle se produit dans des théâtres, mais aussi dans des camps de prisonniers. Certains racontent qu'elle aurait utilisé ces tournées pour aider à faire évader des soldats, en passant clandestinement des photos pour fabriquer de faux papiers. Ce n'est pas prouvé à 100%, mais cela fait partie de la légende Piaf. Pendant cette période, elle enregistre aussi des chansons qui vont marquer toute une génération. Des titres comme L'accordéoniste ou C'est merveilleux. Mais c'est surtout à la Libération, après 1944, que tout explose. Piaf devient le symbole d'un peuple qui souffre mais qui espère, d'une France meurtrie mais fière, d'un pays qui veut revivre. Sa voix est celle d'une nation, une voix de femme, mais une voix immense. Et en 1945, elle écrit ce qui va devenir son plus grand succès international, La vie en rose. Cette chanson, c'est un miracle. Écrite presque par hasard sur un bout de table entre deux concerts, elle parle d'amour, de lumière, de renaissance. Elle est douce, simple, universelle, et elle va conquérir le monde entier. En quelques mois, La vie en rose devient un hymne planétaire. Des dizaines de versions sont enregistrées dans d'autres langues. La chanson devient le visage musical de la France à l'étranger. Et ce n'est que le début. Grâce à ce succès, Piaf est invitée aux États-Unis. Elle se produit à New York, à Carnegie Hall, l'un des temples de la musique classique. Au début, le public américain ne comprend pas. Elle chante en français, avec un fort accent parisien, sans traduction. Mais très vite, la magie opère. Même sans comprendre les paroles, les spectateurs ressentent. Ils sont émus, bouleversés. Elle devient une star internationale. Ce n'est pas évident pour elle. Elle est seule, souvent malade, fatiguée. Elle doit affronter un public nouveau, des journalistes parfois hostiles et une langue étrangère. Mais elle tient bon. Et à travers ses tournées, elle fait rayonner non seulement sa musique, mais toute la chanson française. Elle ouvre la voie à d'autres artistes. Elle incarne cette image romantique, mélancolique, intense de la France. Et en parallèle, elle découvre, soutient et forme d'autres talents. Elle a un œil incroyable pour repérer les voix, les personnalités. Elle découvre Charles Aznavour, qui deviendra l'un des plus grands noms de la chanson. Elle l'aide, le pousse, le conseille. Elle le fait monter sur scène, l'invite à écrire avec elle. C'est aussi ça, Piaf. Une passeuse, une inspiratrice, une femme généreuse dans l'ombre de son propre succès. En résumé, cette période de sa vie, entre 1940 et 1950, c'est la consolidation de sa légende. Elle est devenue incontournable, à la fois en France et à l'international. Elle a survécu au scandale, à la guerre, à la douleur, elle a transformé sa voix en arme, en message, en espoir. Et pourtant, le pire est encore à venir.
car derrière la lumière de la scène, Piaf va vivre l'une des plus grandes douleurs de sa vie. Une histoire d'amour inoubliable, une perte tragique, une chanson bouleversante. En 1948, au sommet de sa carrière, Édith Piaf va vivre ce que beaucoup considèrent comme la plus belle et la plus tragique histoire d'amour de sa vie. Elle rencontre Marcel Cerdan, un boxeur français d'origine pied-noir, extrêmement célèbre à l'époque et surtout très respecté. Cerdan n'est pas seulement un champion du monde, c'est aussi un homme tendre, discret, attentionné. Dès leur première rencontre, une alchimie profonde naît entre eux. Et ce qui rend cette histoire encore plus intense, c'est que Marcel Cerdan est déjà marié. Il a des enfants. Mais entre lui et Piaf, c'est l'évidence. Une passion irrépressible, comme si deux âmes blessées s'étaient reconnues. Édith, qui avait connu de nombreuses histoires, souvent compliquées, parfois toxiques, découvre avec Marcel la tendresse, le respect, l'équilibre. Elle est folle de lui. Il devient son obsession, son refuge, sa lumière. Ils vivent une relation à distance, car Cerdan s'entraîne souvent aux États-Unis pour ses combats, notamment à New York. Piaf, de son côté, continue de chanter en France et en tournée. Ils s'écrivent des lettres, se téléphonent quand ils le peuvent. Elle parle de lui à tout le monde. Elle chante pour lui. Elle respire pour lui. Et c'est là que le destin, une fois encore, va frapper. En octobre 1959, Edith est en tournée à New York. Elle insiste pour que Marcel vienne la rejoindre. Elle veut le voir, le sentir, l'embrasser. Bon, il hésite mais finit par céder. Il prend un avion d'Air France, un Constellation, qui doit traverser l'Atlantique. Mais l'avion ne va jamais arriver. Il s'écrase dans les Açores. Il n'y a aucun survivant. Quand Piaf apprend la nouvelle, elle s'effondre. Elle hurle. Elle tombe. Elle est anéantie. Une partie d'elle meurt ce jour-là. On dit qu'elle ne s'en est jamais totalement remise. Elle sombre dans une dépression profonde. Elle augmente sa consommation d'alcool, de médicaments. Sa santé commence à décliner sérieusement. Mais comme souvent chez Piaf, la douleur devient aussi source de création. Quelques mois après la mort de Marcel, elle écrit et enregistre une chanson qui va devenir un monument de la musique française, Hymne à l'amour. Tout est dans le titre. C'est un hommage, une prière, un cri d'amour éternel. Les paroles sont simples, directes, bouleversantes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs que tu sois loin de moi, peu m'importe si tu m'aimes. Elle y met toute sa douleur, tout son chagrin, mais aussi tout son amour. Cette chanson touche immédiatement le public. On comprend, même sans connaître les détails, que quelque chose de profond se joue là. Hymne à l'amour devient le symbole de l'amour absolu, de l'amour qui survit à la mort, de l'amour plus fort que tout. C'est aussi l'une des chansons les plus reprises au monde. Elle incarne l'émotion française, cette capacité à transformer le drame en beauté. Et pourtant, malgré ce succès, Piaf continue de s'enfoncer. Elle enchaîne les concerts parce qu'elle ne sait pas vivre autrement. Mais son corps commence à lâcher. Elle souffre de douleurs chroniques, d'arthrite, d'insomnie. Elle prend de la morphine pour tenir debout. Elle alterne les périodes de grande énergie et les effondrements. Son entourage s'inquiète, mais elle refuse de s'arrêter. C'est dans cette période trouble qu'elle rencontre de nouveaux auteurs, de nouveaux musiciens qui vont continuer de nourrir sa carrière. Elle s'ouvre à de nouvelles influences, teste de nouvelles sonorités, tout en gardant sa signature vocale. Cette intensité brute, cette voix éraillée mais puissante, cette capacité à faire vibrer les émotions les plus enfouies.
Et malgré ses blessures, elle continue à enregistrer des titres qui marquent, des chansons comme Padam Padam Tat, qui racontent le souvenir obsessionnel d'un amour perdu, ou encore Sous le ciel de Paris, une déclaration poétique à la capitale. Elle devient l'ambassadrice officielle de la chanson française, celle que le monde entier identifie comme la voix de la France. Mais la douleur ne la quitte jamais. Elle dira souvent que l'amour de sa vie est mort dans cet avion et qu'aucune autre relation n'aura plus jamais la même intensité. Piaf est une femme de passion, mais aussi de cicatrices. Et pourtant, elle avance, toujours, parce que pour elle, chanter, c'est survivre. Et tant qu'elle peut monter sur scène, elle résiste. Alors oui, cette partie de sa vie est marquée par la tragédie, mais elle montre aussi la grandeur de Piaf, sa capacité à transformer le malheur en art, à sublimer la perte en musique. C'est ça finalement qui fait d'elle une artiste exceptionnelle. Pas seulement sa voix, mais son âme, sa vulnérabilité, son courage. Après la perte de Marcel Cerdan, Édith Piaf aurait pu tout abandonner. Et pourtant, les années 50 marquent une période de consécration absolue pour elle. Malgré la douleur, malgré la fatigue, elle va connaître ses plus grands succès à l'international, enregistrer ses plus belles chansons et asseoir sa légende. Piaf ne vit plus, elle brûle. Sa vie est une course contre la montre, mais une course brillante, inoubliable. Elle continue de se produire sur les plus grandes scènes du monde. En France, bien sûr, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe. Elle revient régulièrement à New York où elle est accueillie comme une reine. À Carnegie Hall, elle triomphe. Son nom est partout. On ne parle plus seulement d'elle comme d'une chanteuse française, mais comme l'une des plus grandes interprètes de l'histoire. Elle devient une référence, un mythe vivant. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne se contente pas d'interpréter. Elle devient aussi une découvreuse de talent. On l'a déjà dit pour Charles Aznavour, qu'elle soutient et encourage avec ferveur. Mais il y a ça aussi Georges Moustaki, avec qui elle entretiendra une relation amoureuse et artistique. Et bien d'autres. Elle ouvre la voie. Elle donne leur chance à de jeunes auteurs, compositeurs, musiciens. Elle sent les choses. Elle voit là où les autres n'osent pas encore regarder. Mais cette générosité, cette intensité de vie ont un prix. Son corps commence à lâcher. Elle souffre d'arthrite déformante, une maladie qui lui provoque de terribles douleurs. Pour tenir debout, elle prend de la morphine, des antidouleurs puissants. Elle tombe souvent malade, mais refuse de se reposer. Chaque fois qu'elle quitte la scène, elle sent que la vie devient plus difficile à supporter. Alors elle remonte, encore et encore. Et au milieu de tout cela, elle continue à produire des chefs-d'œuvre. En 1956, elle enregistre Les amants d'un jour, une chanson bouleversante sur un couple de marginaux qui s'aiment intensément pendant quelques heures, avant de se donner la mort. Le texte est si sombre, magnifique, plein de compassion, et Piaf l'interprète avec une telle sincérité que le public reste sans voix. Chaque mot, chaque silence, chaque respiration est une émotion. La même année, elle retourne une nouvelle fois à l'Olympia, à Paris, une salle mythique. Elle y donne plusieurs concerts, malgré son état physique catastrophique. On doit l'aider à marcher, parfois même à tenir debout. Mais dès qu'elle chante, le miracle se produit. Sa voix, son charisme, sa force intérieure effacent tout le reste. Le public est en larmes. Elle devient un symbole de courage, de dévotion à son art, de transcendance. Et puis arrive 1960, l'année d'une renaissance artistique inattendue. Elle enregistre une chanson
qui va devenir un autre hymne intemporel. Non, je ne regrette rien. Écrite par Charles Dumont et Michel Vauquer, cette chanson est une déclaration forte, presque militante. Elle y affirme haut et fort qu'elle ne regrette ni les erreurs, ni les douleurs, ni les amours perdus. Tout cela a fait ce qu'elle est. C'est un acte de foi en la vie, un cri de liberté. Non, je ne regrette rien devient un immense succès. Le public l'adopte immédiatement. Les radios la diffusent tout de suite en boucle. Le titre traverse les frontières, les générations. Encore et aujourd'hui, c'est l'un des morceaux les plus associés à la culture française. Et pour Piaf, c'est plus qu'une chanson. C'est une réponse à sa propre existence, une synthèse de tout ce qu'elle a vécu. Mais à ce moment-là, Piaf est déjà épuisée. Elle ne pèse plus que 38 kilos. Elle est hospitalisée régulièrement. Elle souffre de problèmes digestifs, de douleurs articulaires, de dépendance aux médicaments. Et pourtant, elle continue, parce que chanter pour elle, c'est rester en vie, c'est ne pas se laisser emporter. Elle prépare de nouveaux concerts, de nouveaux enregistrements. Elle parle même de projets de films, d'albums. Elle ne veut pas lâcher. Son entourage, lui, s'inquiète de plus en plus. On tente de la protéger, de l'éloigner de la scène, de l'aider à se reposer. Mais Piaf refuse. Elle dit souvent « Je mourrai sur scène ». Elle est lucide. Elle sait que ses jours sont comptés. Mais elle veut que chaque instant soit un chant, un don, une preuve qu'elle est encore là. C'est une manière pour elle de dominer la mort, de ne pas lui laisser la dernière note. Cette période, même si elle est douloureuse, est aussi d'une richesse artistique incroyable. C'est là qu'on voit à quel point l'art et la souffrance peuvent cohabiter. Piaf, comme beaucoup d'artistes d'exception, transforme chaque épreuve en matière poétique. Elle ne se plaint pas, elle crée. Elle continue à parler d'amour, de tristesse, de passion, mais aussi de force, d'acceptation, de dignité. Et ce qui est le plus frappant, c'est que même affaibli, même diminué physiquement, son public ne l'abandonne jamais. Les salles sont pleines, les gens se déplacent pour l'écouter. Ils savent que ce qu'ils vont vivre est unique. Une chanson de Piaf, ce n'est pas une chanson comme les autres, c'est un moment de vérité, une expérience qui laisse une trace. En 1963, Édith Piaf n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle vit recluse, affaiblie, loin des projecteurs. Ses proches savent que la fin est proche, mais personne n'ose vraiment y croire. Comment une voix aussi puissante, aussi immortelle, pourrait-elle s'éteindre? Et pourtant, à seulement 47 ans, le 10 octobre 1963, la môme Piaf quitte ce monde, dans une petite maison du sud de la France, entourée de quelques intimes. Sa mort est un choc pour toute la France. Les journaux, les radios, les télévisions ne parlent que d'elle. Les artistes, les politiques, les anonymes, tous pleurent donc celle qui incarnait l'âme du peuple français. Le lendemain, un autre géant meurt aussi, Jean Cocteau, ami fidèle de Piaf, poète immense, qui aurait dit cette phrase bouleversante « Le bateau coule, il faut que je descende aussi », comme si leur destin était lié. Édith Piaf est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, à Paris, aux côtés de sa fille Marcelle, morte en bas âge, et plus tard de son dernier mari, Théo Sarapo, un jeune chanteur grec qu'elle avait épousé 1 an avant sa mort. Malgré une vie d'excès, de douleur, de scandale, plus de 40 000 personnes assistent à ses funérailles. Les rues de Paris sont noires de monde. Il y a des larmes, des fleurs, des silences. La foule dit adieu à la voix de la France.
Et pourtant, l'Église catholique refuse une cérémonie religieuse, jugeant sa vie trop marginale, trop libre. Mais le peuple, lui, ne se soucie pas de cela. Le peuple rend hommage à sa manière, en écoutant ses chansons, en chantant La vie en rose, en déposant des roses sur sa tombe. Et à ce moment-là, la France comprend qu'elle vient de perdre bien plus qu'une chanteuse. Elle perd une partie de son identité. Mais ce qui est magnifique, c'est que Piaf n'a jamais vraiment disparu. Sa voix est toujours là. Ses chansons sont partout. Elles résonnent dans les cafés, dans les films, dans les rues de Paris. Elles traversent les frontières, les décennies. On la chante en français, en anglais, en japonais, en arabe. Elle inspire des artistes, des cinéastes, des écrivains. Elle est universelle. En 2007, le film La Môme, avec Marion Cotillard, remet Piaf sur le devant de la scène. Le film est un triomphe mondial. Cotillard reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation. Et tout à coup, une nouvelle génération découvre cette petite femme à la voix immense, à la vie chaotique, à l'énergie dévorante. Et ils tombent, eux aussi, sous le charme. Mais Piaf, ce n'est pas seulement de la musique, c'est une leçon de vie. C'est l'histoire d'une enfant abandonnée, presque aveugle, élevée dans un bordel, qui va devenir l'une des plus grandes artistes de tous les temps. C'est la preuve que la souffrance peut se transformer en art, que les blessures peuvent devenir des mélodies, que la passion peut tout transcender. Et c'est pour ça que tu apprends le français aujourd'hui, non? Pour vivre ça, pour comprendre les chansons, les poèmes, les histoires, pour ressentir dans ta langue ce que les Français ressentent quand ils entendent «Non, je ne regrette rien» ou «Hymne à l'amour». Apprendre le français, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est entrer dans une culture, dans une émotion, dans une façon de voir le monde. Alors si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, bravo. Tu viens de parcourir toute la vie d'Édith Piaf en immersion totale dans un français naturel, authentique, vivant. Tu as progressé, tu as découvert une figure légendaire et tu t'es connecté à l'histoire de France. Tu peux être fier de toi et n'hésite pas à réécouter, à répéter, à chanter même certaines chansons de Piaf pour t'imprégner encore plus de la langue. Et bien sûr, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, commenter, t'abonner et surtout partage-la avec d'autres passionnés de français. Tu peux nous dire en commentaire quelle chanson de Piaf préfères-tu? Laquelle t'émeut le plus? As-tu déjà chanté Piaf dans ta langue? On a hâte de lire tes messages. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire française, toujours aussi humaine, toujours aussi inspirante. Et d'ici là, souviens-toi, parler français, c'est aussi ressentir en français. Et avec Piaf, tu viens de le faire.